Comment parler de la baie de Douarnenez sans penser à la ville d'Is? Du haut de sa montagne, Locronan la contemple. Du nom d'un évêque irlandais venu en Armorique sur sa barque de pierre pour y chercher la solitude, Locronan fut au début du XVIe un bourg prospère grâce aux tisserands fabriquant les voiles de chanvre pour des navires aussi prestigieux que l'Armada espagnole. Une des plus anciennes demeures date du XVIe siècle. Au bout de cette baie, la pointe du Raz, d'où s'élèvent les plaintes déchirantes de l'âme des naufragés. À ces plaintes se mêlent les cris des oiseaux, fuyant la tempête et cherchant refuge sur les rochers. Nichée au fond de cette baie incomparable, Douarnenez, ville maritime depuis la nuit des temps. Douarnenez, la ville aux trois ports. Rosmeur, port de pêche. Tréboul, port de plaisance. Et Port-Rue, Port-Musée. Maire de Douarnenez jusqu'en 1875, Plouaret existait avant Douarnenez, et l'église Saint-Erle est un amer idéal pour les marins. Elle date du XVIe siècle. Les clochetons par deux sont de style gothique et renaissance. Du magnifique portail sortent depuis des siècles les noces. À deux pas, la chapelle Sainte-Croix, où passait fréquemment le docteur René Laennec, inventeur du stéthoscope. Il habitait dans ce manoir de Kerlouarnec, perdu dans les bois. Le bourg de Plouaret, bourg paysan, surplombe la plage du Ris. Depuis longtemps, les touristes la fréquentent et le jour de grande marée, la mer nous rappelle l'histoire d'Is. Longeant la côte par le sentier des Plomards, l'ancien village de pêcheurs qui nous mènera à Rosmeur. Des vestiges gallo-romains, utilisés pour la fabrication du garum, une sauce de poisson, y ont été découverts.
Avec le développement de l'industrie de la sardine, de nombreux pêcheurs venaient faire sécher leurs filets en les suspendant à ces haies. De ce lavoir dominant Rosmer, que de commérages. Une ferme existe encore aujourd'hui au Plommard et fait le bonheur des petits et des grands. De ces maisons de pêcheurs, aujourd'hui gîtes d'étape, on surveille le retour des bateaux entrant dans Rosmer. Au-dessus du port, le quartier du Rosmer, l'ancien Douarnenez. Au milieu du 19e, le petit bourg sardinier explose. Et le Bolomic, cette statuette qui autrefois délimitait l'entrée de la ville, en est aujourd'hui le centre. De nombreuses ruelles colorées descendent vers le port. Le château du Rosmer, rue Bourdoulec, est la plus ancienne maison de ce quartier du Vieux-Port. Les halles de 1871 seront surélevées en 1934. Théâtre de nombreuses réunions, durant les grèves, elles sont aussi salles des fêtes. Au pied de la rue Montauciel, la chapelle Sainte-Hélène datant du XVe. La nouvelle église datant du XIXe est de style néogothique. Au-dessus du porche s'inscrit l'histoire de Douarnenez. Allez, la tomate, la banane, allons-y un coup d'œil. Allons-y la donne, vous la profitez. Allez, tomate, madame expert. 3,30 et toi, 3,30, 10, 30, alors ça fait 13,60, 13,60. Le travail de marin étant très dur, les douarnenistes aiment s'amuser et la fête des gras est leur rendez-vous annuel. Dominé par l'ancien quartier du Rosmer, le port s'étend des Plommards
au rocher du Flignou. Port haut en couleur, la promenade sur ses quais, avec ses odeurs, ses cris de mouettes et goélands, nous ramène en arrière à l'époque où Douarnenez faisait sa richesse avec la sardine. Jusqu'à 800 chaloupes sardinières s'y sont rassemblées. La première conserverie, utilisant le procédé Appert, ouvrit vers 1851. En quelques décennies, Douarnenez devint ville industrielle. En 1854, 34 conserveries produisaient 10 millions de boîtes. Vers 1881, la sardine déserte les côtes et les familles de marins en sont réduites à la misère. Après son salage, la sardine sera lavée puis posée sur des grilles pour le séchage. Après sa mise en boîte avec de l'huile, viennent les soudeurs, remplacés par les sertisseuses vers 1911. C'est alors la cuisson à l'autoclave. Les boîtes, après nettoyage, seront prêtes à être livrées. J'ai commencé à 14 ans la pêche à la sardine. Je suis parti avec mon père à la sardine de Roque. On faisait la pêche au filet droit à l'époque dans la baie de Douarnenez. 2 jours après mon certificat d'études, je suis parti en mer. Et on démarrait le matin, on partait en fin de saison, on partait d'ici à 5-6 heures le matin, quand la sardine était dans la baie, quoi, hein. Bon là, en allant en mer, on préparait l'appât, la rogue de morue de Norvège et puis la rogue de maquereau on passait à la moulinette, la rogue de maquereau. La rogue de morue, non, on l'a cassée à la main. Et avec un mélange de farine d'arachide, on faisait une espèce de misture, quoi, d'appât, quoi, qui servait, une fois qu'on a mis l'annexe à l'eau avec son filet, il y a 2 hommes ou un homme qui tenait le bateau au bout à la mer, le patron filait le filet, et puis là, il a pâté, ici qu'il a levé la sardine, quoi. Et quand il a levé la sardine, alors il boitait sur son filet, une fois que le filet était plein, il y a à peu près 100-200 kilos dans le filet, il laissait partir, il remettait un autre, et ainsi de suite, d'ici qu'on a pêché 1 tonne 5, quoi. Bon là, c'est le grand bateau alors qui ramassait le filet, au fur et à mesure que l'annexe larguait les filets, c'est le grand qui ramassait les filets, et 3 hommes, ils tiraient dedans, et puis ils le dibesquaient, quoi. Ils le secouaient pour dibesquer. Et là, c'était mis en caisse de 10 kilos, et lavé, c'était... Après la guerre, il y avait encore, à Douarnenez, quand moi j'ai débuté en 45, là, il y avait encore peut-être, entre tout Douarnenez, il y avait peut-être 80 ou 100 bateaux encore, hein, qui faisaient la pêche à la sardine jusqu'au 10 décembre. Là, après, il venait beaucoup de bateaux de Belle-Île, la saison était finie là-bas, de Belle-Île, de Quiberon, de Concarneau, d'Audierne. Ils venaient tous finir. La saison, c'était ici le point final de la saison, quoi. Ils venaient tous finir à Douarnenez, vu que déjà le mauvais temps commençait au mois d'octobre, novembre, les tempêtes de sureau commençaient, et la baie de Douarnenez était bien abritée, et là on pouvait encore pêcher assez tard la sardine. Bon, quand la pêche était bonne, ça se pêchait assez rapidement, quoi, hein. En 2 heures de temps, on pouvait pêcher 1 tonne de sardines, 700-800 kilos de sardines. Et à ce moment-là, on embarquait le canot. Quand on jugeait qu'on avait pêché assez, on embarquait le canot et puis on faisait route sur Douarnenez. On mettait 1h30 à peu près de la baie de Dinan pour venir à Douarnenez quand la pêche était en baie de Dinan. Et on essayait d'avoir la marée du matin, quoi, la vente du matin. La sardine était plus chère le matin puisque ça partait au train. L'après-midi, le matin ça allait à la marée, l'après-midi plutôt à l'usine, quoi. Une fois que les marailleurs avaient expédié, ça fait on gagnait un petit peu sur la vente en arrivant le matin, quoi. Ah oui, il y avait beaucoup de marins à l'époque à Douarnenez, il y avait 4000 marins à Douarnenez. C'est plus le cas maintenant, quoi. La pêche au thon démarrait à Douarnenez à peu près au pardon de Saint-Jean, le 24 juin, quoi. C'était à peu près la même époque que la pêche à la sardine. Et la pêche à la sardine continuait un peu plus tard, quoi, finissait vers le 10 décembre, tandis que les thoniers s'arrêtaient à peu près vers la fin octobre, quoi.
Alors là, il faisait 25 jours de mer, quoi, en moyenne, quoi. C'était à la traîne, et le bateau avait 2 grandes perches, et il mettait 7 lignes sur chaque, perche et 2 ou 3 lignes derrière, quoi. Ça se faisait à la traîne avec l'appât artificiel, quoi, du crin de queue de cheval. Crin de cheval de toutes sortes de couleurs, rouge, blanc, jaune. Pour le monter à l'époque, ça se faisait à la main, quoi. On tirait ça à la main, et quand le thon arrivait le long du bord, il y a un gars qui prenait un croc, un basse-croc pour le rentrer à bord. Ben, quand j'ai fait la pêche au thon, c'était déjà des bateaux à glace, quoi. Avant, il n'y avait pas de glace avant la guerre, ou bien avant. Ils les mettaient sur des tréteaux, ils les séchaient, quoi. Ils avaient des grands tréteaux sur le pont. Et ça s'est vu même faire des bonnes pêches assez rapidement. Et du temps de la pêche à voile, les bateaux en calminé, ils perdaient tout leur thon avec la rosée, le poisson ne se conservait pas, non. Mais après, à la pêche à glace, bon, ça se conservait 25-28 jours. Hein. La pêche à la langouste a débuté au début du siècle, vers 1905-1907. Il y a eu une crise sardinière à la fin du dernier siècle à Dornenay et les bateaux sont partis à l'aventure sur les côtes de Mauritanie. Le père Pierre Pernès, c'est le premier Dornenay qui est descendu en Mauritanie et là, il a trouvé la langouste verte, quoi. Ça, c'était au début du siècle, quoi. Et par la suite, on a construit les bateaux, forcément. Ça a été et comme la pêche sardinière a eu décliné, beaucoup de gens sont partis sur la Mauritanie, quoi. Et moi, j'ai commencé plus tard, alors j'ai fait quelques années la pêche à la sardine avec le bateau de mon père. J'ai fait un peu la pêche au palang et la pêche au thon. Et dans les années 60, j'ai construit un langoustier avec des actionnaires, quoi. J'ai construit un langoustier de 34,50 m de la Sarthe et on est parti en mer en janvier 61, quoi. Et là, c'était un autre mode de pêche puisque les anciens pêchaient la verte, nous on est parti sur le banc d'Arguin. On est parti pêcher la langouste rose, quoi. Pour acheter le bateau, ben, on était des curateurs, quoi. Bon, il y avait un gérant d'armement qui envoyait quand même la majorité des gros actionnaires, quoi. Et moi, j'envoyais le boulanger du coin, le boucher du coin, l'épicier du coin, quoi. Le patron envoyait l'actionnaire du coin, quoi. C'est les Camaretois qui sont partis, la Petite Folie, le premier, et ils ont trouvé le banc d'Arguin dans le sud de la Mauritanie. Et moi, je suis parti en début 61, là. Et on avait un équipage de 13 hommes. Et on était équipé à le chalut et le casier. On avait un vivier de 250 mètres cubes qui contenait à peu près 24-25 tonnes de langoustes et un congélateur de 14 tonnes, à peu près 14-15 tonnes, quoi. Et on partait, on mettait 10 jours pour aller jusqu'en Mauritanie, quoi, hein, sur les lieux de pêche. On faisait souvent une escale à Tenerife pour compléter le gasoil et les vives. Et après 10 jours, on arrivait à Nouadhibou, quoi. Là, on partait après sur les lieux de pêche, quoi. Et on pêchait au chalut et au casier. Quand on pêchait une trentaine de tonnes de langoustes, on pêchait à peu près 15 au chalut, 15 au casier, quoi. On appâtait les casiers, on mettait des filières de 80-100 casiers, on les appâtait, on pêchait là pas nous-mêmes, mais il y avait beaucoup de... Le banc d'Arguin était une des zones les plus poissonneuses du monde. On pêchait beaucoup de pironeaux, de merlus, de mérous, on appâtait nos casiers avec ça, quoi. Alors on mettait la boîte et puis on mouillait les casiers dans la journée. On mouillait jusqu'à 1000 casiers. Et le lendemain, on relevait les casiers. Et entre-temps, pendant qu'on cassait la croûte, ou le matin, le soir, de bonne heure, on faisait un coup de chalut sur la langouste. On pêchait 200-300 kg de langouste avant le jour, quoi. Et après, on cochait les casiers
On virait tout ce qu'on pouvait virer, 6, 7, 800 casiers. Si on n'avait pas trop de proches, si on n'avait pas trop d'emmerdement. Des fois, on faisait des palanquets. Hein. J'ai été faire d'un coup de chalut 12 tonnes de langoustes. Hein. Alors là, on était obligé de bien les regarder ou bien les trier pour voir s'ils n'étaient pas piqués, s'ils saignaient ou pas. On les mettait en congélation. Mais quand il y avait des gros coups de chalut comme ça, des palanquets, c'était souvent quand la langouste muait, quand elle changeait de coque, on les mettait. L'eau était trop chaude déjà pour les conserver en vivier, on les mettait en congélateur. C'est un bateau à 2 coques. Hein, il y avait la coque principale et puis il y avait un pont de vivier. Quoi. Il y a 250 tonnes d'eau et le bateau avait à peu près 1000 trous de chaque côté de la coque. Et les campagnes variaient de... Ça dépendait de la pêche, quoi. Des fois, la pêche était assez rapide. Bon, j'ai fait des campagnes de 2 mois et demi, comme j'ai fait aussi 2 ou 3 campagnes de 6 mois. Hein. Mais en moyenne, entre 3 et 4 mois, que ça durait la campagne. Quoi. Au début, la pêche, il y avait beaucoup de langoustes, de mandargues. Hein. C'était plus rapide, quoi. J'ai été... la première année, en 75, j'avais fait près de 3 voyages à mon année, quoi, pour pêcher 100 tonnes de langoustes, quoi. Une trentaine de tonnes... 30-32 tonnes par voyage. Quoi. On a eu des barques à la bâche aussi au début. Puisque le gibier a dû être fait dans les années, moi j'ai en 75, 63, 64 peut-être que le gibier. Et avant on débarquait à la bâche, à la digue, là, derrière la criée. Là. On débarquait à la bâche, on mettait un grand drap sur le bateau, on pompait l'eau et des pompes, on a séché le vivier comme ça. Et on débarquait comme ça 20-25 tonnes de langoustes, il fallait 6-7 heures de temps pour débarquer les 25 tonnes de langoustes. Quoi. Après, au Ziboué, c'était plus facile. Quoi. Là, il y a juste qu'à monter au Ziboué, et puis là, on débarquait en 6-7 heures de temps aussi. Quoi. Ben, bateau pêche sans des langoustiers, il n'y en a plus, d'une part. Hein. Il n'y en a plus du tout de langoustiers depuis 89. Il n'y en a plus de langoustiers. Des gros chalutiers, il y en a 4. Des chalutiers, des langoustiers de 20-25 mètres, il y a une trentaine. Un sardinier et quelques côtiers, quoi, des bateaux qui font la baie de Vernon, et quoi. Il y a aussi une trentaine de côtiers. Si l'industrie de la conserve a diminué depuis un quart de siècle, la ville a gardé une activité grâce à l'extension de son port de pêche, qui lui aussi a changé de vocation. Il est aujourd'hui 5e port de France en tonnage débarqué. De port sardinier, il est devenu polyvalent. Il abrite des chalutiers pêchant au large des côtes d'Irlande ou d'Écosse, des langoustiers, des côtiers partant pour la journée ou encore les gros tonniers déchargeant leurs milliers de tonnes de thon pour les grandes conserveries locales. La nuit, toutes sortes de produits, maquereaux, lottes, merlans, lieux noirs, sardines, sont vendus sous la criée.
Parfait. Hein? Oui, oui, j'ai connu l'abri du marin. C'est là que j'ai passé mon brevet de patron de pêche, quoi. L'école de pêche était là quand j'ai passé mon brevet en 48. Et il y avait encore quelques vieux marins qui venaient jouer au cartes. L'abri du marin loge aujourd'hui une revue très appréciée par les gens du patrimoine maritime, le Chasse-Marée. La corniche est surplombée par les grandes maisons d'usiniers. La plage des Dames fut appelée ainsi par les bourgeois y préférant son sable fin. Ces anciennes bâtisses surveillent l'île Tristan, à l'embouchure de la rivière de Poule-David et du Port-Rue. Aujourd'hui île privée, elle fut autrefois le repère du célèbre brigand de la Fontenelle, qui, durant les guerres de la Ligue, engageait des raids de pillage à travers la Cornouaille. Sur l'autre rive de la rivière de Poule-David, ou l'anse du Port-Rue, Tréboul. Ancien port de pêche, il est aujourd'hui port de plaisance. Son centre de thalassothérapie au sable blanc est connu internationalement. De Douarnenez pour y accéder, le pont bleu, construit depuis 1885, ou à pied par le pont de chemin de fer. Autrefois utilisée principalement pour l'exportation des produits de la mer, la gare est aujourd'hui hors service. Et l'emplacement servira sans doute de parking pour la visite du port-musée. Descendons au port de Tréboul, port de plaisance. Autrefois port de pêche, il accueillait une nuée de chaloupes partant à la recherche de la sardine en baie de Douarnenez. Port d'échouage, les béquilles étaient indispensables. Une des premières fritures a vu le jour à Tréboul.
À l'entrée du port, une école de voile où de nombreux stagiaires viennent naviguer en baie de Douarnenez. À Ménès-Birou, on surveille l'entrée du port à côté d'un ancien calvaire. Cette croix qui, comme tant d'autres, contemple la mer. Les offices religieux se tenaient autrefois à la chapelle Saint-Jean, datant du XVIe siècle, aujourd'hui restaurée. Trop petite, elle fut remplacée en 1883 par l'église Saint-Joseph. Aujourd'hui station balnéaire, Tréboul attira très tôt les touristes au sable blanc. L'hôtel des Sables Blancs fut un des premiers construits. Une maison d'usinier, les Béziers, autrefois grand hôtel de la baie, abrite aujourd'hui le fameux centre de cure marine, la Thalasso, face à la plage des Sables Blancs. De cette magnifique plage, le spectacle des planches à voile ou voiliers dans la baie. Dans l'estuaire bordant Tréboul, un ancien port de cabotage, le Port-Rue. Au fond de la Ria, aujourd'hui musée à flot, Poule-David. Commune de Douarnenez, d'où partaient les voiles de Paul Davis, fabriqués pour la plupart à l'eau-prenant. Après la construction du pont de chemin de fer, l'anse fut comblée pour accueillir la zone industrielle. Cet estuaire du Port-Rue, ancien port de cabotage, accueille depuis la nuit des temps des navires marchands. Toile à voile, sardines pressées et surtout la rogue de morue a fait l'essentiel du trafic au début du siècle. Lieu traditionnel de construction navale, le Port-Rue a également vu naître au fil des âges des milliers de bateaux. C'est dans ce site que se crée le port-musée. Et c'est seulement sur l'eau que peuvent être restitués l'art et la manière de travailler sur ces bateaux. Alors maintenant, si vous le voulez bien, eh bien, partons ensemble pour une visite du port-musée. L'histoire du port-musée, c'est avant tout l'histoire d'une passion, celle d'une poignée d'hommes. À la fin des années 70, ils vont sauver des vasières, des cimetières marins, les derniers vestiges de la voile traditionnelle. Une première collection de bateaux est rassemblée, il faudra l'abriter.
À la même époque, naît à Douarnenez le Chasse-Marée. Cette revue d'histoire et d'ethnologie maritime mène la réflexion et milite pour l'ouverture d'un musée du bateau. En 1986, avec l'association Trésor et la Fédération régionale de la culture maritime, un musée du bateau naît dans les locaux d'une ancienne conserverie acquise par la municipalité. Installé place de l'Enfer, en bordure de l'Aria, ce musée est un point de rencontre des passionnés du monde maritime. Quelques 200 bateaux sont mis en scène et constituent une collection unique en France. Au cœur du musée, la salle des gréements, haute de 12 mètres. Moliceiro, de la lagune d'Aveiro au Portugal. Mours de Poire, du golfe du Lion. Côtre de Carantec. Futreau de Loire. Dornat de Galice ou Filadière de Gironde. Une passerelle située à 4 mètres du sol permet d'observer ces bateaux et leurs aménagements intérieurs comme du haut d'un quai. Autour de cette salle, des espaces sont consacrés aux techniques de construction des bateaux traditionnels. Dans la salle d'exposition temporaire, la dimension sociale des activités maritimes et nautiques est traitée d'une manière plus approfondie. Aux ateliers de l'Enfer, nous apprendrons la construction ou la restauration d'un bateau ancien, mettant en valeur un authentique patrimoine. Car depuis 1984, le centre de formation de charpentiers de marine a construit une 50aine d'unités. Les recherches et expérimentations entamées au chantier trouvent leur prolongement sur le plan d'eau dans la mise au point des gréements et la navigation. Au Port-Rue, ria naturel qui s'asséchait jadis à marée basse, se crée un bassin à flot. Par l'effet d'un seuil à marée, se maintient une hauteur d'eau suffisante pour les bateaux. Durant la grande fête maritime de Douarnenez 92, le Port-Rue a pu accueillir un rassemblement maritime très coloré.
Sur ce plan d'eau permanent sont aménagés un port de pêche, un port de cabotage, ainsi qu'un port de yacht. Cette visite agréable vous permettra de mieux connaître les bateaux. Au port de pêche sont amarrés langoustiers, thoniers, chalutiers, sardiniers, ligneurs, caseilleurs. Notre-Dame de Rocamadour est un langoustier construit en 1959 de 30,50 m de long. Ce bateau est caractéristique des ports de Camaret et de Douarnenez, témoins et acteurs de l'aventure de la pêche à la langouste sur les côtes de Mauritanie, d'où le surnom de Mauritanien donné au bateau. Cette aventure s'est terminée à la fin des années 80. Le Notre-Dame de Rocamadour a été remis au port-musée par son armateur au lendemain de sa dernière campagne en 1989. Au port de cabotage, c'est le dépaysement, l'évasion vers différents pays d'Europe. Le Saint-Denis est un remorqueur à vapeur britannique construit en 1929, d'une longueur de 29,56 m. Remorqueur du port de Falmouth sous le nom de Northgate Scott. Il fut rebaptisé Saint-Denis en 1959 lorsque tous les remorqueurs du port reçoivent des noms de saints. Sa machine, reconvertie pour la propulsion au fioul en 1960, est toujours en état de marche. Il fut acheté au musée maritime de Falmouth. Et voici Anna Rosa, l'un des fleurons du port de cabotage. Ce bateau a été construit en Norvège en 1892. C'est un bateau d'une longueur de 22 mètres, de type Hardanger Yacht. 2000 de ces caboteurs naviguaient au commerce au début du siècle. Il en reste une dizaine. Certains ont livré sur toute la côte de Bretagne, et notamment à Port-Rue, la roque de morue, indispensable à la confection d'appâts pour la pêche à la sardine. Voici maintenant un autre bateau de taille, le Scarweather. Également un bateau britannique, mais cette fois-ci un bateau-feu. 42,50 m de long. Il fut utilisé pour la signalisation des obstacles à la navigation. Ces bateaux, sans appareil de propulsion, étaient mouillés sur un point fixe et dotés d'un équipage permanent. Le Scarweather fait partie de la dernière série des bateaux-feu. Retiré du service actif en 1989 par Trinity House, l'équivalent britannique des phares et balises. Il est en parfait état de fonctionnement. Northdown est une barge de la Tamise construite en 1924, d'une longueur de 27,50 m. C'est un caboteur à fond plat très spectaculaire. Il se caractérise tout d'abord par un gréement à livarde et des dérives latérales. Après une première carrière à la voile, au commerce et en régate, il est dégréé après la Deuxième Guerre mondiale et navigue au moteur pendant plus de 20 ans.
Dans le port des yachts se côtoient des bateaux de plaisance anciens, des bateaux de croisière et des grands yachts de course. Des unités qui donnent une dimension contemporaine au port-musée où l'on mènera une politique d'encouragement à l'escale et à l'hivernage. Un port d'attache pour les amateurs de beaux bateaux. Les animations du Port-Rue sont réparties sur les deux rives de la rivière. La rive droite est, côté aval, mobilisée par les ports et les bateaux traditionnels. Rive gauche, face au barrage, un terre-plein de déambulation est aménagé. Un vivier à crustacés y trouve place, des échoppes, une corderie, à proximité d'un embarcadère. Le Port-Rue, musée vivant, où le visiteur pourra se transformer en acteur, est une garantie de transmission du patrimoine maritime aux générations futures. Au cœur du Port-Musée, place de l'Enfer, un chantier d'ambition nationale, la construction d'un clipper de 53 mètres de long du 19e siècle. Un bateau qui évoque à lui seul la rue vers l'or, les routes du thé et du café. Un voilier de rêve. Un 3-mâts pour la France.